Et on commence tout de suite avec ce chiffre. 12% des conducteurs belges de moins de 35 ans avouent conduire sous l'influence de la drogue. Et ce chiffre monte à 20% pour les jeunes bruxellois. Bonsoir Benoît Godard. Alors ce chiffre, il sort de la dernière étude sur l'insécurité routière de VIAT, l'ancienne Institut belge de la sécurité routière. C'est un chiffre qui vous a surpris, ça ? Oui, très fortement. C'est la première fois qu'une étude met le doigt sur l'ampleur du phénomène de la drogue au volant. On savait qu'une petite minorité de conducteurs étaient concernés, mais là, on voit que ce phénomène prend de l'ampleur, surtout auprès des jeunes wallons, auprès des jeunes bruxellois. Un conducteur de moins de 35 ans sur 5, c'est vraiment énorme. Et donc, petit à petit, finalement, le phénomène de la drogue au volant a pris le dessus, peut-on dire, sur le phénomène de l'alcool au volant. Ouais, donc là, il s'agit de Bruxellois qui avouent, ce ne sont pas des Bruxellois qui ont été contrôlés, ce sont des Bruxellois qui avouent lors d'une enquête conduire au moins une fois par mois sous l'influence de la drogue. Ce chiffre dépasse celui de l'alcool pour les jeunes au volant ? Pour les jeunes au volant, ce chiffre dépasse celui de l'alcool, et dans d'autres provinces comme le Brabant wallon, c'est également le cas. Donc ça montre que là où on a fait beaucoup d'efforts pour l'alcool au volant, avec notamment les campagnes Bob, le risque de se faire contrôler a aussi été multiplié par 2,5 ces 10 dernières années. Pour la drogue au volant, le fait que la procédure soit très fastidieuse, soit très longue, nuit évidemment à l'efficacité des contrôles. Et finalement, on voit que par exemple l'an dernier, seulement 200 conducteurs bruxellois ont été verbalisés pour avoir conduit sous l'influence de drogue. C'est très peu évidemment vu ces chiffres, qui correspondent pourtant à la réalité, parce qu'on pourrait se demander finalement, bon là il s'agit d'expressions sur une enquête. Ce ne sont pas des chiffres qui ont été effectivement testés dans la réalité, mais ils correspondent quand même à la réalité ? Oui, l'expérience nous montre que ce genre d'enquête correspond à la réalité. Généralement, ces chiffres sont corroborés par d'autres études que nous menons dans les mois qui suivent ce genre d'enquête. Et très rarement, nous avons de grandes différences entre ce que les gens disent, ce que les gens avouent comme comportement et les réalités. Ouais, et les effets de la drogue au volant sont aussi dangereux que ceux de l'alcool au volant ? À partir du moment où vous fumez du cannabis notamment, vous avez une certaine euphorie, la coordination des mouvements s'en trouve ralentie, vos réflexes sont diminués et des manœuvres qui nécessitent une attention de tous les instants sont évidemment largement entravées. Et donc c'est clair que ça nuit à la sécurité routière. On estime que la personne qui conduit sous l'influence du cannabis a 2 fois plus de risques d'accident, et 75% environ des conducteurs qui sont condamnés pour avoir conduit sous l'influence de drogue sont justement sous l'influence du cannabis. Ouais, et justement, vous rappeliez aussi que les sanctions sont beaucoup plus sévères en fait pour la conduite sous influence de la drogue que sous influence de l'alcool. Oui, là où vous pouvez vous en tirer, entre guillemets, avec une perception immédiate d'environ 180 € pour le taux minimal d'alcool. Pour la drogue au volant, c'est systématiquement un renvoi devant le tribunal. Donc vous commencez par un retrait de 15 jours du permis. Ensuite, devant le tribunal, vous aurez une amende de minimum 1 600 €. Je dis bien 1 600 €. Donc les amendes sont très sévères. Ça peut aller jusqu'à 16 000 € et une déchéance du droit de conduire qui peut aller jusqu'à une déchéance à vie. Ouais, et visiblement, ça ne décourage pas, en tout cas un certain nombre de jeunes Bruxellois, de conduire sous l'influence de l'alcool. Vous citiez tout à l'heure, le problème principal, c'est le manque de contrôle. Oui, et ce n'est pas la faute des policiers. Aujourd'hui, la procédure est trop longue. À savoir que le policier doit procéder à un test salivaire. Bon, lorsque le test salivaire est positif, en principe, vous devez procéder à une analyse salivaire qui va confirmer le test salivaire. C'est un peu comme pour l'alcool. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'analyse salivaire n'est toujours pas en fonction, n'est toujours pas entrée en vigueur. Et donc, malheureusement, les policiers doivent prendre le conducteur, aller dans les services d'urgence des hôpitaux pour faire une prise de sang ou appeler un médecin, ce qui peut prendre évidemment énormément de temps. Et on évalue environ 2 heures le temps que ça prend à partir du moment où un conducteur est positif aux drogues. Donc, évidemment que c'est trop long. C'est trop long. Et c'est pour ça qu'il y a moins de tests en fait, de contrôle sur la drogue au volant. Oui, c'est notamment pour ça. Maintenant, il faut savoir aussi que la manière de contrôler est différente. Là où vous pouvez arrêter tout le monde pour l'alcool au volant et faire souffler tout le monde, pour la drogue au volant, la procédure stipule quand même qu'il faut des signes qui laissent supposer que le conducteur a pris des drogues, sans compter que les contrôles drogue sont quand même plus coûteux. Un test drogue coûte environ une petite dizaine d'euros, là où le test d'alcool ne coûte finalement plus rien
rien du tout, vu qu'on utilise maintenant un petit sampler, un petit entonnoir que vous ne devez même pas mettre en bouche et donc on peut réutiliser pour plusieurs conducteurs. Alors pour rendre les choses et pour améliorer la situation dans ce domaine-là, en particulier sur la drogue au volant, vous plaidiez, et on en parlait déjà depuis un petit temps, de ces tests d'une procédure simplifiée ou assouplie, si on peut dire. C'est pour bientôt ? Oui, le ministre de la Justice a réagi à ces chiffres en disant que d'ici le printemps, l'analyse salivaire entrera enfin en vigueur. On l'attend depuis des années, et c'est clair qu'à partir du moment où elle sera en vigueur, le nombre de contrôles va se multiplier et probablement aussi, ça on le voit dans les autres pays qui ont introduit l'analyse salivaire, probablement aussi que le phénomène va avoir tendance à diminuer. C'est ça, donc il n'implique plus de devoir aller à l'hôpital ou de devoir faire appel ou avoir recours à un médecin. Voilà, ça, hein. Tout à fait. Alors peut-être une dernière chose pour terminer, parce qu'on a parlé de ces chiffres-là qui sont inquiétants. Est-ce qu'il y a d'autres éléments concernant Bruxelles qui ressortent de l'enquête ? En termes de mobilité, je trouve que c'est important de signaler que 3/4 des Bruxellois utilisent les transports en commun. C'est bien, on peut encore faire mieux, mais c'est quand même une amélioration de 9% par rapport à l'an dernier. Et alors, un petit clin d'œil à ces engins de déplacement, 6% des Bruxellois utilisent trottinettes électriques, monoroues, Segway. Ça répond finalement à une demande de multimodalité. Les Bruxellois recherchent par tous les moyens à éviter les embouteillages et le fait de disposer soi-même de sa propre trottinette électrique ou de la louer, ça permet d'éviter de devoir attendre le bus dans le froid et par exemple, de pouvoir parcourir quelques kilomètres facilement. Merci Benoît Godard pour toutes ces précisions, ces explications, et on poursuit